Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Alafia Hebdo qui fait le point de l'actualité de la semaine. Alors ce soir, comme vous le savez, on va parler évidemment de cette mobilisation générale à l'appel, à l'initiative du président de la République, du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mobilisation qui semble réussie ce vendredi 14 janvier 2022. Alors nous recevons sur ce plateau M. Khalil Sarmoï Cissé, qui est membre de la CEMAS, donc la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mohamed Diko. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Cissé. Merci, M. Maïga, de m'avoir invité. Nous avons également sur ce plateau Al-Husseini Yatara, qui est membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, M. Alors, avec ces deux intervenants, nous avons deux autres intervenants, à savoir Hamil Boubacar, qui est donc membre du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités territoriales. Merci beaucoup, monsieur le syndicaliste. Merci à vous, pareillement, monsieur Maïga. Nous avons également sur ce plateau un analyste politique que vous avez l'habitude de voir ici, Abdelaziz Omar Diallo. Merci beaucoup, Abdelaziz. C'est très normal et c'est un grand plaisir pour moi de partager le plateau. C'est le même plateau que Sarmoï. Pourquoi précisément Sarmoï? Parce qu'à un moment, ils avaient tout ce que nous sommes en train de vivre. Ils sont acteurs et ils doivent être acteurs pour trouver la solution. On va s'assumer. On va s'assumer. Alors, très bien. Alors, M. Khalil Sarmoï Cissé, on vient d'où véritablement? Parce qu'il faut rappeler déjà que les sanctions dont il s'agit, il est question de fermeture de frontières aériennes et terrestres, mais aussi de la suspension des transactions financières, commerciales de l'État malien. Et c'est quand même des sanctions très lourdes, mais véritablement, d'où est-ce qu'on vient pour que les gens puissent comprendre? Merci beaucoup. Et avant tout propos, permettez-moi de prier pour le Mali. Et donc je prie pour que nous puissions sortir de cette situation que nous voyons depuis belle lurette. Et vous remercier, M. Maïga, remercier Alafia TV pour tout ce que vous faites pour la promotion de la démocratie. Et avant de répondre à la question, il faut d'abord savoir que la CEMAS a fait un communiqué le 13 janvier pour demander à la CEDEAO de rebrousser chemin, remercier le colonel Assimi Goïta, son excellence colonel Assimi Goïta, pour avoir tenu un discours, on va dire, fédérateur. Et donc, d'où est-ce qu'on vient? On se souvient qu'en fin de l'année 2021, la CEDEAO avait, lors d'un sommet extraordinaire, pris des sanctions ciblées. Et donc, le 1er janvier, un autre sommet a eu lieu. Et lors de ce sommet, la CEDEAO a dépêché Goodluck Jonathan pour venir échanger avec les autorités de la transition par rapport au chronogramme de 5 ans proposé. D'ailleurs, la CEMAS a fait un communiqué pour dénoncer ce chronogramme-là. Et à partir de là, le 9 janvier, nous avons tous assisté à ce qu'ils ont eux-mêmes appelé un double sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc, véritablement, c'est le chronogramme, quoi. Voilà, donc c'est vraiment le chronogramme le problème. Maintenant, à l'issue de ce double sommet, ils ont pris des sanctions que vous avez tout de suite citées, notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres, suspension des transactions commerciales, n'est-ce pas, et suspension du Mali de toute aide financière venant des institutions de la CEDEAO. Maintenant, à ces sanctions, les raisons sont connues. Il y a d'abord ce que nous appelons, ce que tout le monde voit, qu'on appelle raison apparente. La raison apparente, c'est vraiment le chronogramme. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Nous l'avons nous-mêmes dénoncé. Parce que les autorités de la transition, conformément à la charte de la transition, avaient promis de tenir les élections en février 2022. Et donc, puisqu'elles n'ont pas pu tenir parole, il n'y avait pas un chronogramme clair et la charte a été violée. Et du coup, la CEDEAO a jugé nécessaire de sanctionner le Mali. Maintenant, très rapidement, la deuxième raison qui n'est pas vraiment apparente, ça c'est la raison géostratégique que les analystes, en tout cas, se mettent tout le temps autour de la table pour essayer de montrer aux gens ce qui se cache derrière ces sanctions-là. D'après ces analystes-là, d'après nos constats, c'est qu'il y a certaines puissances, en tout cas, qui poussent la CEDEAO à prendre ces sanctions-là. Notamment, on a entendu le discours
de l'ambassadeur malien auprès du Conseil des Nations Unies, Issa Kanfourou, qui a été très clair, qui a même dénoncé ces sanctions, parce que ces sanctions, d'après lui, sont contraires au texte fondateur, n'est-ce pas, au principe fondateur de la CEDEAO. Il y a rapidement, il y a Sonko aussi, qui est connu, qui est un opposant sénégalais, qui est parti loin, Ousmane Sonko, qui est parti loin en évoquant la raison géostratégique de ces sanctions, en disant ceci, la CEDEAO est en train d'œuvrer pour le compte des puissances étrangères comme la France. Ça, c'est Sonko qui l'a dit. Voilà. Donc, on a très bien compris le contexte du point de vue de la CEMAS. Maintenant, je pense, monsieur Yattara, du point de vue du cadre d'échange, quels sont les facteurs qui nous ont conduits là? Alors, avant de répondre à votre question, monsieur Mega, permettez-moi d'abord d'observer une prière à l'endroit des personnes, des victimes civiles et militaires qui ont rendu l'âme tout au long de cette guerre que nous traversons depuis l'année 2012 jusqu'à nos jours. Et permettez-moi aussi d'appeler tous les Maliens à l'unisson sacrée. Aujourd'hui, le pays traverse des moments très difficiles et il est important que les fils et les filles de ce pays puissent se donner la main pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette situation. Je pense que comme M. Sormoy l'a si bien expliqué, effectivement, il faudra faire une marche arrière parce que je me rappelle lors de l'avant-dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, ils avaient carrément demandé à l'État malien de respecter ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO et de la communauté internationale. Maintenant, faudra-t-il le rappeler qu'effectivement que le Mali avait dit à la communauté internationale comme quoi qu'en février 2022 qu'ils allaient organiser les élections. Et il faudra aussi comprendre que nous avons signé une charte qui dirige aujourd'hui la transition, qui normalement doit arriver en terme à partir de février. Co-dirige Oui, normalement, voilà. Donc, normalement, que je sache, la Constitution n'est pas encore suspendue. Si, mais ce qui est sûr que nous avons quand même signé une charte qui est en cours de validité. Et ce qui est sûr, normalement, en février, cette charte-là doit prendre fin. Donc, il est important qu'on puisse se retrouver et trouver la solution idéale afin que nous puissions sortir de cette situation. Mais c'est que le gouvernement disait depuis un moment, pourquoi vous avez refusé de rejoindre en ce moment la tendance gouvernementale? Il faudra comprendre que le cadre d'échange n'a jamais refusé de dialoguer. Nous avons toujours été ouverts au dialogue. Donc vous dialoguez, vous parlez, mais vous ne rejoignez pas. Il faudra aussi comprendre que le cadre d'échange n'est pas une opposition à la transition. La transition, c'est pour tous les Maliens. Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui empêche, pour être plus précis, qu'est-ce qui empêche le cadre d'échange d'aller à cette union-là pour véritablement aller dans le sens, évidemment, de ce qu'on appelle la mobilisation pour le peuple, pour le Mali? Il faudra peut-être expliquer à nos téléspectateurs comme quoi que le cadre d'échange n'a jamais refusé le dialogue. Est-ce que vous ne donnez pas raison, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que parce que vous n'avez pas encore votre part du gâteau, c'est pour ça que vous êtes là à parler? Bon, je pense que nous sommes pratiquement l'un des partis. Quand je dis parti, il s'agit du cadre d'échange des partis politiques qui avaient demandé, qui avait demandé à ce que la transition soit dirigée par les militaires et la société civile. Donc si aujourd'hui on nous parle... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est une des propositions qui était sur la table. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas nous taxer de vouloir notre part de gâteau. Nous avons dit tout simplement qu'il y a un engagement qui a été pris vis-à-vis des Maliens d'abord et ensuite de la communauté internationale. Respectons nos engagements. Voici tout le problème. Et même l'intitulé, d'ailleurs, vous dites que c'est pour une transition réussie. Raison de plus. Est-ce qu'elle a réussi ou pas? Une minute. Et raison de plus pour faire comprendre aux Maliens et qu'on essaye d'embobiner que le cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie n'est pas une opposition à la transition. Ok, très bien. On a très bien compris cela. Hamil Boubacar, aujourd'hui, vous, quel est votre point de vue quant à ce cheminement qui a conduit véritablement à cette approche du gouvernement de transition qui nous a conduit aujourd'hui à ces sanctions-là, à se soumettre à ces sanctions-là? Donc, d'abord, je joins ma voix à celle de ma prédécesseur pour prier pour le Mali, pour prier pour toutes les victimes civilo-militaires qui sont tombées sur les champs de l'honneur. Donc, pour moi, ce qui nous a conduit à ça, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu
un déphasage, un problème entre ces mêmes acteurs quelque part, ceux qui ont conduit le mouvement jusqu'à cette transition, Quand vous dites le mouvement M5, dont certaines parties... C'est permis de dire en fait les noms des... Bon, le mouvement M5 qui nous a conduit à cette transition, parce qu'on a dit que les militaires ont parachevé la lutte du M5. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certains membres, certaines parties prenantes du M5 qui ne sont pas aujourd'hui sur la même longueur, sur la même ligne que ceux qui sont avec la transition au pouvoir. Ça veut dire que ça a amené un problème. Parce que quand vous prenez les assises, il y a, comme il a dit, le cadre stratégique des partis politiques qui n'ont pas participé, la CEMAS n'a pas participé pour plusieurs raisons. Et plus encore, je pourrais dire, après les assises, le fait que, pour moi, le fait qu'il n'y a pas eu une date précise, exacte, un consensus exact qui est sorti des assises, le fait de dire de 6 mois à 5 ans, peut-être pour moi, ça fait partie des raisons. En plus, j'ai constaté aussi, après les assises, même ceux qui ont participé, je prends le cas de l'ADIMA, je le prends au moins le président de l'ADIMA, le président de l'exercice, Marie sur la radio France Internationale, il a intervenu pour dire qu'ils sont d'accord, ils ont participé aux assises, mais pour eux, la transition ne doit pas dépasser une année. Pour moi, c'est tant de choses que peut-être qui ont conduit, en plus du fait qu'il a dit, la charte c'est 18 mois, mais peut-être tout ça a pu conduire la CEDEAO avec le fait d'aller proposer tous les 5 ans à la CEDEAO, on poussait la CEDEAO à aller vers ces sanctions-là. Je le dis, je le maintiens, il n'y a pas eu de consensus autour du nombre des 5 ans de la transition. Le fait que après les assises, peut-être ils étaient pris par le temps, tant plus que les assises sont terminées les 30 et les 31. Comment vous expliquez en fait la position même du gouvernement jusque-là, quoi, le fait de vouloir aller au bout, en tout cas, de leur approche dès le départ, parce qu'ils n'ont pas changé jusqu'à présent d'approche. Bon, pour moi, ils ont peut-être pensé que, comme le président même l'a dit, il dit que quand ils ont proposé, pour eux, la CEDEAO allait aussi faire une contre-proposition. Donc je pense que le gouvernement du Mali, en partant au niveau de la CEDEAO avec les 5 ans, pensait que peut-être s'ils proposent 5 ans, la CEDEAO aussi allait proposer, ils allaient peut-être avoir un point de vue par rapport à ça. Et ce n'a pas été le cas. Ils étaient là-bas et automatiquement, après la présentation, le nombre d'années proposés par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, vous l'avez entendu, le président en exercice de la CEDEAO l'a dit, le président ghanéen, qu'après 5 ans, ils les ont proposé 4 ans. Donc, la CEDEAO n'a pas réagi. Automatiquement, la CEDEAO sont partis aux sanctions. Allez-y rapidement, par rapport maintenant à toutes ces... Comment vous comprenez, en tout cas, l'approche gouvernementale? Ok. Maintenant, avant de rentrer face à la pression. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai trop aimé votre question que vous avez posée à Sermoui. Quand vous lui posez la question, d'où nous vient? Ouais, on reste j'ai pensé que Sermoui allait rentrer pour vous dire vraiment exactement la CEMAS, voilà ce que la CEMAS a fait pour que nous soyons là. Et il faut reconnaître que la CEMAS a joué un rôle prépondérant dans la chute du régime déchi. Et la CEMAS doit être là aujourd'hui pour trouver la solution. Donc ça, on a entendu tellement c'est indéniable, non? Ça, l'ancien porte-parole. Ça, je parle comme ils sont CEMAS originaux, ils sont là, ils sont campés sur leur position. Malgré tout ce qui est arrivé, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés sur leur position et ils sont en train de... Et les régimes. Voilà, je ne sais pas d'abord. Maintenant, par rapport à ce qui est arrivé, le gouvernement est resté sur sa position. Quand vous essayez de voir une lecture. Dès le début, la charte, c'est le 20, en février, on doit finir. La CEDEAO a mis la pression pour donner un calendrier depuis. Mais le gouvernement a dit non, on ne donne pas de calendrier, on attend d'abord les assises. La CEDEAO a encore mis la pression pour que le gouvernement n'a pas du tout bougé de notre. Ils ont organisé, ils ont dit d'abord, n'organisez pas les assises, ça ne nous concerne pas. Le gouvernement a dit les assises nous concernent, ils ne sont pas tous aux assises. Maintenant, les assises, il est sorti des assises de 6 mois à 5 ans. Et vous y étiez d'ailleurs? J'y étais aux assises, j'ai participé, jusqu'à Z, donc j'y étais. Donc de 6 mois à 5 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà, la CEDEAO avait déjà demandé de ne pas dépasser le 31 décembre pour donner un chronogramme. Et le gouvernement a dit non, on ne donne pas les temps jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais le gouvernement a vu que vraiment, il ne faut pas aussi trop tirer sur la corde, puisque les assises ont fini les 30. À la veille même, ils sont partis rencontrer les présidents en exercice de la CEDEAO.
Hein? Dans cette délégation, il y a le président du panel, il y a le président de la commission d'organisation, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre de l'administration. Donc, tous les acteurs quand même y étaient. Mais la CEDEAO, quand ils ont proposé les 6 mois à 5 ans, tout de suite, la CEDEAO, c'est vrai, le ministre a dit que c'est une base de négociation, de 6 mois à 5, ça dit qu'on peut se comprendre. Mais la CEDEAO n'a pas mis ça en profit. Ils ont pensé que c'est une façon d'inciter la communauté. Mais est-ce que quelque part le fait d'aller dire à la CEDEAO 5 ans, c'est pas aussi. Mais ils ont dit, ils ont fait accompagner par la FARC. C'est une base de négociation. C'est une base de négociation. Je ne vois pas de problème. Donc la CEDEAO doit dire en tout cas. Déjà voilà, qu'on est dans en fait ces 2 coups d'État. Imaginez pour la CEDEAO l'affront que la CEDEAO. Non, c'est pas ce qu'il faut voir. Mais il faut voir les messages. Ils ont dit. Ils n'ont pas dit que c'est 5 ans. Non, c'est des questions que je pose. Je comprends, vous, votre question, vous amenez les gens à répondre comme vous voulez. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est qu'ils ont dit de 6 mois à 5 ans. Maintenant, 6 mois à 5 ans, c'est une bonne négociation. Maintenant, suite à ça, ils ont convoqué des sessions extraordinaires. Okay. IEMOA, pour la première fois, de la suite de la crise malienne, IEMOA associé à la CEDEAO. La première session a concerné l'IEMOA et encore, ils ont pris des sanctions financières. Comme vous avez si bien expliqué. Et l'autre côté, la CEDEAO s'est retrouvée pour entérimer, pour mettre le Mali sous une emprise. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui contre la Sibérie? Les gens sont sortis. C'est pas parce que les gens sont de la CEDEAO, on est de la CEDEAO, on ne peut pas s'y mixer, on ne peut pas dire qu'on n'est pas de la CEDEAO. Mais c'est la façon de faire qui nous a pas du tout pris. Okay. Il faut que la CEDEAO comprenne que c'est une CEDEAO du peuple et non une CEDEAO on va y revenir rapidement. Des chefs Khalil Sarmo Cissé, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, donc, a validé le plan d'action de riposte ce vendredi en conseil extraordinaire de défense nationale tout de suite là, ce vendredi. Okay. Et il vient de valider ça tout en restant ouvert au dialogue. Ce qui signifie que voilà, on risque d'aller au bras de fer avec la CEDEAO. Est-ce que nous avons intérêt? Merci beaucoup. Avant de répondre très très rapidement à ça, permettez-moi de dire à mes 2 co-débatteurs que franchement, je vous l'accorde quand vous dites que la CEMAS a un rôle très important à jouer. On ne va pas rentrer dans le débat des assises nationales de refondation. On l'a expliqué sur les plateaux. L'approche ne nous a pas plu. Et donc, du coup, on n'a pas pris part aux assises. Maintenant, par rapport au rôle, on l'a dit, on le redit. Cette transition est la nôtre. On va le dire justement, comme ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas aux assises? On l'a expliqué parce que l'approche, et on a expliqué lors même des tables rondes, de la table ronde de la validation des TDR, on a cherché à rencontrer le PM qui ne nous a pas reçus. On a même cherché à rencontrer les autorités, Le panel des hautes personnalités a rencontré toutes les forces vives de allez-y sur la question maintenant. Civile sans la CEMAS. Maintenant, au bras de fer, moi je pense que, pour le moment, on n'a pas eu la chance de dire ce qui a été arrêté. Mais s'il faut s'en tenir à ce que vous venez de nous dire là, je pense que c'est à 2 niveaux. Le porte-parole n'a pas développé le contenu. Il n'a pas développé. Ouais, maintenant, si le président est resté sur la même ligne, et tout ce que je peux dire, c'est me référer sur l'adresse à la nation du président. C'est très important. Parce que vous venez de dire qu'il a gardé la même ligne. Ça veut dire que ce qu'il a dit lors de son adresse à la nation, c'est pratiquement la même ligne. Maintenant, si vous prenez cette adresse à la nation, vous allez voir que dans les discours, le président va tout de suite se référer d'abord sur l'hymne national et certaines parties de l'hymne national, un peuple, un but, une foi, si l'ennemi découvre son front au-dedans ou au dehors, et même sur la Constitution, la défense de la patrie est un devoir pour appeler tous les Maliens au dialogue, à la cohésion. Et dans un autre paragraphe de son adresse à la nation, il appelle, ça vous venez de le dire aussi, il appelle la CEDEAO à revenir sur ses pas, à ouvrir le dialogue. Donc ça, c'est déjà très important, c'est très bien. Ça veut dire que la porte n'est pas totalement fermée. Et c'est ce que la CEMAS a dit dans son communiqué. Il faut vraiment donner plus de poids, il faut donner, on va dire, plus de chance au dialogue. Seul avec le dialogue, on pourra s'en sortir. Ça ne sert à rien de partir au bras de fer. Pourquoi? Non, parce que c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes. Si vous décidez de refonder votre pays. Non, moi, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ceux qui nous connaissent savent que ce combat contre la CEDEAO, personnellement, moi-même, avec les camarades, nous avons marché devant des. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, dans le communiqué, nous l'avons dit.
on peut discuter de tout sauf de la souveraineté du Mali, sauf de l'intérêt supérieur du Mali. Mais il n'est pas bon de partir en bras de fer, n'est-ce pas, avec ses voisins. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le Mali aujourd'hui est entouré, les pays avec lesquels le Mali est entouré, les pays limitrophes, parmi ces pays-là, seulement deux de ces pays ne sont pas dans la CEDEAO, notamment l'Algérie et la Mauritanie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à gagner à aller à bras de fer avec nos voisins directs, avec ces pays limitrophes, nos voisins stratégiques. Nos voisins stratégiques. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à donner la chance au dialogue. Et il est bel et bien possible qu'avec le dialogue, on pourra s'en sortir. Monsieur Yatra, globalement, vous, c'est à votre entendement, est-ce que, véritablement, comme je viens de l'annoncer, le président de la transition a validé lors du Conseil de défense, le Conseil supérieur pour la défense nationale, un plan de riposte aux sanctions de la CEDEAO tout en restant ouvert au dialogue, tout en sachant aussi que ce sont des sanctions partielles, à ce que je sache, parce que les produits de première nécessité, je pense qu'il y a beaucoup de choses, les carburants, qui ne sont pas encore concernés. Donc, est-ce que nous avons intérêt à aller, en tout cas, à une riposte plus forte? Qu'est-ce qu'on a déjà fait contre nous-mêmes? Monsieur Sermon vient de dire une phrase qui a attiré mon attention. Si l'ennemi découvre son front. Je pense que la CEDEAO n'est pas notre ennemi. Il est important de le souligner. Et la CEDEAO est là pour nous accompagner. Et je n'ai pas eu connaissance des mesures de riposte que le gouvernement a prises. Mais peut-être à la sortie du plateau, je vais m'enquérir. Mais ce qui est sûr, si je m'en tiens aux différentes déclarations du président de la République tenues le 10 janvier, dans son discours qui m'a beaucoup rassuré, il a tenu vraiment un discours de rassembleur. Il a voulu rassembler les Maliens autour de l'essentiel. Donc si je m'en tiens à ces propos, je ne pense pas que ces mesures de riposte puissent faire ressortir des éléments qui vont aller jusqu'à faire un bras de fer avec la CEDEAO. Vous pensez que par exemple, tout ceci, les Maliens se retrouvent, les acteurs politiques et de la société se retrouvent pour dire, bon, écoutez, en fait c'est le chef de gouvernement qui ne fait pas l'affaire aujourd'hui, qui ne fait pas l'unanimité, et qu'Assimi décide de répondre favorablement à cette requête-là. Est-ce que vous pensez que le cadre d'échange que vous représentez ici va définitivement laisser ses positions, oublier les engagements pris parce que vous dites que les autorités ont pris des engagements qui n'ont pas respectés. C'est la seule raison véritablement qui vous empêche de rejoindre en tout cas la position gouvernementale. Est-ce que cela va vous permettre de rallier en tout cas aux idéaux du Malikoura? Bon, ce qu'il faudra comprendre, c'est que nous ne pouvons que proposer. Et nous ne pouvons pas décider à la place du gouvernement. Nous ne pouvons que désigner ou montrer des pistes. J'ai fait une proposition à votre place. Oui, je comprends très bien, M. Méga. Il faudra comprendre que nous ne pouvons que désigner ou indiquer des pistes de solutions qui peuvent nous faire sortir de cette situation. Donc, c'est du départ de Choguel, je vais dire le Premier ministre. Le cadre d'échange des partis politiques, qu'est-ce que nous avons dit dès le départ? Nous avons dit qu'effectivement, il faut réunir tout le monde sur la même table afin que nous puissions décider ensemble du devenir du Malikoura. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, vous avez été reçu par le président? Oui, nous avons été reçus par le président. Le président nous a reçus, effectivement. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas eu l'occasion de nous exprimer devant le président. Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Effectivement, nous avons toujours proposé. Nous avons dit, mettons-nous ensemble. Oui, au-delà de mettons-nous ensemble, je veux dire des propositions concrètes, quoi. Est-ce que vous avez un chronogramme Est-ce que vous avez un chronogramme en tête déjà? Est-ce que vous pensez que si Choguel quitte, vous êtes prêt à accepter 5 ans? Je ne sais pas. C'est des propositions. Déjà, ce qu'il faudra souligner, c'est que 5 ans, c'est le mandat normal d'un président qui est légitimement élu par le peuple. 4 ans aussi, pareil. Et il faudra aussi souligner. Combien vous suffirez? Ça, il faut que les acteurs se mettent ensemble pour décider. Ce n'est pas encore fait. À nous seuls, on ne peut pas déterminer une date pour les élections. Ça, il faudra le comprendre. Ce qu'il faudra comprendre aussi, c'est qu'au niveau du cadre d'échange des partis politiques, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Nous n'avons jamais fermé la porte du dialogue. Vous n'avez aucun problème avec Choguel, c'est ça? Nous n'avons jamais fermé la porte au dialogue. Ça, il faut le comprendre. Notre problème, on n'a pas de problème d'ailleurs. On veut nous attribuer la paternité de quelque chose qui n'est pas la nôtre. Ce qui est sûr, nous avons demandé le dialogue, qu'on puisse s'entendre sur le devenir du Malikoura.
Ah, vous êtes d'accord avec le Mali Kura, c'est possible. Le Mali Kura, c'est quoi? C'est ce que nous avons toujours combattu. La corruption. Vous avez combattu le Mali Kura ou J'arrive. C'est ce que nous avons toujours combattu. Ce qui nous empêche d'aller au Mali Kura. C'est ce que nous avons toujours dénoncé. Qui est quoi? La corruption, la malgouvernance et le népotisme. C'est tout. C'est ça le Mali Kura, notre entendement. D'accord. Alors, monsieur le syndicaliste, il y a en tout cas, notamment, en tout cas, votre niveau de l'enseignement, on a vu que c'est l'arrivée de Choguel, l'application de l'article 39 pose problème. Et aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est plus le chef du gouvernement qui est le problème que véritablement cette histoire de chronogramme? Je ne saurais le dire. Pour moi, ce n'est pas une question du chef de gouvernement, parce que pour moi, il y a un chef de gouvernement, certes, vous voulez faire allusion au problème du fameux article 39 qui est entre le gouvernement du Mali et les syndicats. Comme on l'a dit, avec les problèmes qui prévaut au Mali, les syndicats ont décidé de suspendre ce mot d'ordre, comme on l'a dit, pour le patriotisme, le nationalisme, mais qui n'est pas laissé, il faut le souligner. Mais les syndicalistes m'ont dit clairement que franchement, c'est vrai, nous avons suspendu, mais ces gens-là, aucune confiance. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le problème, il faut que les gens comprennent que c'est une suspension. Une fois qu'on finit ce problème, comme je l'ai dit, nous sommes dans un trou, nous sommes en train d'aller dans un trou. Il ne faut pas aller au bras de fer. Il faut sortir de ce trou d'abord. Maintenant, par rapport à la question, la riposte du gouvernement du Mali, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il faut que je demande amplement au président de la transition de ne pas aller au bras de fer, pas par peur, mais il faut reconnaître au jour d'aujourd'hui. C'est le nationalisme. Le fait que, depuis que la CEDEAO a pris ses sanctions, parce qu'on dit que nous cherchons la CEDEAO des peuples et pas des gouvernants, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, c'est destiné à Assimi ou c'est destiné à la CEDEAO? Non, je dis à Assimi et à la CEDEAO. Mais au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO a déjà pris ses sanctions. Je me suis dit, Assimi, en tant que président de la zone, doit se mettre au-dessus de la CEDEAO par rapport à certaines situations. Pourquoi je l'ai dit? Le peuple d'Afrique, le peuple de la CEDEAO ont soutenu le Mali. Tout le monde est derrière le Mali. Et qui va souffrir de ces sanctions de part et d'autre? Ce n'est pas seulement les chefs d'État, mais les populations aussi. Je me dis, ça dit qu'aller jusqu'à un certain moment, c'est tout. Nous sommes dans l'incertain. Personne ne sait quand est-ce que cette situation va prendre fin. On a vu des cris de cœur des Maliens qui sont au niveau des frontières. Et je suis sûr que c'est pareil aussi pour d'autres nationalités qui sont au Mali aussi. Donc il faut qu'on revoie ça. Parce que j'ai dit, ceux qui peuvent prendre l'avion n'ont pas de problème. Hein. Parce que quand tu prends l'avion, tu vas en Nouakchott, tu peux te rendre là où tu veux. Mais qu'il y ait les voies terrestres, c'est un problème. Ceux qui sont au niveau du Niger, du Burkina, du Sénégal et ceux de ces pays-là aussi qui sont au Mali. Donc je pense que, je l'ai dit, je le maintiens encore, c'est-à-dire que ce n'est pas un bras de fer. Il faut qu'ils aillent au dialogue. Le dialogue pour nous sortir de ça. Pas par rapport au nombre d'années, 5 ans, 1 an, 6 mois, non. Pour pouvoir une vraie solution tout en sauvegardant la souveraineté du Mali. Très bien. Sachant bien que c'est des sanctions partielles, mais aussi que le gouvernement décide quand même d'aller à la fois au bras de fer, mais aussi parce que le président a validé donc un plan de riposte, mais aussi en disant on reste ouvert au dialogue. Est-ce que véritablement nous avons intérêt avec un plan d'aller au bras de fer? Oui, non, quand tu essaies de voir même le discours du président de la transition, c'est vrai, il a dit dans son discours, il a dit une phrase qui est importante, hein. Il dit la CEDEAO et l'UEMOA se sont assimés et nous aussi on va faire autant. Donc cela veut dire que le plan de riposte n'était pas inscrit. Et ce qu'ils sont en train de faire aussi, ça veut dire que chaque fois quand il dit de ne pas faire allusion à la guerre, quand tu vois l'habillement du Premier ministre lors du Conseil des ministres passé, c'est une déclaration de guerre qu'ils vont envoyer avec la CEDEAO. Et encore un premier aspect, ça veut dire que quand tu es en guerre... Est-ce que cela va atténuer la souffrance? Non, il faut préparer. Ça veut dire que... Est-ce qu'on est prêt? Non, il faut préparer un plan de riposte. Dans les cas où on arrive à se comprendre avec la CEDEAO, il n'y a pas de problème. Dans les cas où si on n'arrive pas à se comprendre avec la CEDEAO, on met les plans de riposte en vigueur. Puisqu'on n'a pas connaissance, tout de suite on est sur des places, on n'a pas connaissance... Quel que soit le contenu, non, ça peut être, connaissant bien... Non, le plan de riposte, c'est pour que... Non, un plan de riposte à l'heure où nous sommes, et pour affronter, pour aller dans une situation d'affrontement n'est pas du tout favorable, ni pour la CEDEAO, ni pour l'UEMOA. Ni pour les Mali. Pourquoi? Parce que vous allez voir, la CEDEAO aujourd'hui, quand les sanctions vont continuer à être en application d'une manière de haut niveau, la CEDEAO même va sentir
Il vient de dire tout de suite par rapport au carburant, combien de fois la Côte d'Ivoire, le pôle de la Côte d'Ivoire l'économie va financer, la finance va diminuer. Les Sénégal aussi la même chose. C'est le plan sécuritaire aussi, n'oublie pas, la CEDEAO est logée au Mali. Et qui va donner à Mali, comment les militaires... Les produits du Premier ministre ne sont pas concernés. Non, mais quand un moment vient... Mais ils ont fermé, vous savez que le Mali aussi a fermé les frontières. Et à tout moment, le Mali peut dire que vraiment, même les produits ne rentrent pas. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Est-ce que vous pensez que le Mali a intérêt à faire ça, quoi? Mais si tu vois que le Mali a intérêt à dire à ses ambassadeurs de venir, et que le Mali a intérêt, et que le Mali a intérêt aussi, le Mali a dit clairement qu'il faut fermer les frontières. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer d'autres choses. Donc c'est pour dire que vraiment ni la CEDEAO, ni le Mali ne sortira gagnant de cette affaire, ce que nous sommes en train de vivre. Mais il faut que la CEDEAO aussi comprenne ce peuple-là qui est sorti, tous les Mali sont sortis aujourd'hui. À un moment, tous les Mali étaient derrière la CEDEAO. Aujourd'hui, tous les Mali ici sont en train d'aller contre la CEDEAO. Parce que les sanctions qui sont en train de faire ne sont pas les sanctions qui peuvent accompagner la population. Quand on essaie de voir les sanctions financières, les sanctions, l'argent du Mali qui est à la BCAO, qui est logé à la BCAO, monsieur les journalistes, et qu'on coupe, on dit que le Mali n'est pas autorisé à prendre ces sous-là. Au problème politique, il faut régler avec des questions politiques. Il faut que la CEDEAO aussi arrive à réformer. Il ne faut pas seulement que les nations réforment. Il faut que les organisations aussi arrivent à réformer. S'il y a des sanctions, si un pays arrive à faire des coups d'État, tout de suite, il faut faire des sanctions. Est-ce que le même Mali ne va pas signer la déclaration finale? Mais les Mali... Si on sanctionne par exemple la Gambie, est-ce que le même Mali ne va pas suivre les autres? Non, tu sais, il faut à un moment donné qu'on arrête un moment, et que le même Mali... Mais tout vient de quelque part. Si la Gambie a accepté, la population Gambie a accepté, ça c'est la Gambie. Si la population nigérienne a accepté, ça c'est les Nigériens. Mais si la population malienne a dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, aujourd'hui, regarde, j'ai fini par ça. Tout le monde, c'est-à-dire que quand tu prends la sous-région, quand tu prends l'Afrique, tous les dirigeants sont derrière, en tout cas la majorité des gens sont derrière les autorités maliennes. Quand tu prends Gbagbo, un ancien président de la Côte d'Ivoire, qui connaît réellement les rouages de la CEDEAO, qui a condamné ce qui s'est passé. Au Niger, ça a été condamné. Au Sénégal, ça a été condamné. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'encourager ce à quoi nous sommes en train de partir, mais il faut que la CEDEAO aussi arrive à comprendre que la CEDEAO doit réagir au compte du peuple et non au compte des chefs d'État qui sont en train de... Ou bien essayer de faire plaisir à certaines nations. Tout de suite, je vais finir par cette phrase, comme je sais que Yattara ne sera pas d'accord avec moi, le cas de la France. Et les gars, imaginez-vous juste la CEDEAO. Donc vous répondez directement à ça alors. C'était la question. Voilà. La CEDEAO tout de suite, la CEDEAO émet des sanctions. Qu'est-ce qu'on constate? Le lendemain, Air France est coupé. Air France ne vient plus encore au Mali. Pourquoi? Parce que les sanctions de la CEDEAO. On dirait que le Mali fait partie de l'Union européenne. La France est derrière ces sanctions. Mais là, ça c'est indéniable. Est-ce que vous avez des preuves? Non, mais la preuve c'est qu'ils ont coupé, la preuve tangible là, c'est que Air France ne vient plus au Mali. Alors que les autorités maliennes continuent, l'aéroport est ouvert. C'est leur droit, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont derrière. Non, mais ils sont derrière. Pourquoi? Si la France n'était pas derrière, c'est que nous sait que la CEDEAO, pourquoi tout de suite, les lendemains même, la France se précipite à accepter les sanctions? La procédure est simple. Hein. La procédure, c'est quand la CEDEAO finisse, l'Union africaine doit intérimer. Non, chaque État. Non, j'arrive. Quand l'Union africaine intérime, ça va au niveau de l'Union européenne, puis ça va aux Nations Unies. Non, la France n'est pas obligée d'attendre. C'est comme ça, ça se passe. Mais tout de suite, la France s'y met. Et pourquoi la France la France ne devrait pas attendre la CEDEAO pour le faire? La France a eu tout le temps pour le faire, mais la France ne l'a pas fait. En plus, c'est la CEDEAO. La France est libre. Parce que la France vient intérimer. La France est libre, comme la Suède d'ailleurs qui est en train de subir. Parce que la CEDEAO vient intérimer. Donc il faut qu'on sorte une motion sur le sujet, sur la France. Juste faire un petit éclaircissement, c'est que déjà il faut ce bras de fer avec la CEDEAO ne nous arrange pas. Les deux, ni les Mali ni la CEDEAO. Oui, je suis d'accord, mais encore le Mali encore plus, parce que c'est nous, notre population qui en souffrons. Aujourd'hui, si la CEDEAO déjà ils ont fermé leurs frontières, soyons réalistes, nous exportons quoi? Le bétail, l'or, le coton. Les gens peuvent s'en passer. L'or. J'arrive. S'il vous plaît. Mais l'économie du monde, c'est l'or qui gère. Quand tu dis qu'ils peuvent s'en passer, c'est grave, c'est moins cher. Vous oubliez que le Ghana produit de l'or. Il y a d'autres pays qui produisent de l'or. Ça, il ne faudra pas l'oublier. Au contraire, le problème, c'est quoi? C'est que les autres pays qui communiquent entre eux peuvent même nous prendre des parts de marché. Aujourd'hui, si nous n'arrivons plus à exporter notre bétail, qu'est-ce qui empêche le Sénégal ou les autres pays d'aller prendre au Tchad, par exemple? Ça, c'est des parts de marché qui vont nous prendre. Et n'oublions pas aussi que la CEDEAO, c'est pratiquement la 18e puissance économique au niveau mondial.
plus de 5 à 6 millions de à cause du kilomètres carrés. Nigeria et de Voilà, Ghana. donc ça, je pense qu'il faudra faire extrêmement attention aux mots et aux termes que nous utilisons. Donc la France n'est véritablement pas derrière. Pour répondre à cette question, je ne peux pas dire que la France est derrière la CEDEAO. Parce que tout simplement que la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO sont des chefs souverains. Nous avons vu quand il y a eu le... Mais comment on peut être souverain? Non, j'arrive. La CEDEAO, monsieur Baba. Monsieur, on va le laisser finir, s'il vous plaît. On va le laisser finir, s'il vous plaît. Comment souverain? La CEDEAO même, c'est l'Union européenne qui finance ça. Vous aurez la parole. Allez-y. Comment vous parlez de souveraineté? Monsieur Diallo, je pense qu'on est là pour... Un débat, c'est quoi? C'est quand l'autre parle, vous l'écoutez, pour que vous puissiez vous comprendre. Donc, je vous ai quand même écouté très gentiment et j'espère que vous allez, un très bon grand frère, me laisser terminer. Il n'y a pas de problème. Et les Maliens doivent se rappeler lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'État, je pense que c'était en avril ou en août 2021. Mais la France a tout fait pour que la CEDEAO puisse nous sanctionner. Mais les mêmes chefs d'État aujourd'hui qui ont pris la sanction contre le Mali, ils nous ont compris, ils ont décidé de nous accompagner. Ils n'ont pas accepté de nous sanctionner comme le voulait la France. Donc si aujourd'hui ces chefs d'État prennent les sanctions contre le Mali et qu'aujourd'hui on vient nous faire comprendre que c'est la France qui est derrière, ça va être très difficile de comprendre cela. Il faudra aussi comprendre que les efforts que la France essaie de faire pour nous faire sortir de cette situation, il faudra essayer de faire comprendre aux Maliens qui nous écoutent aujourd'hui que la solution c'est entre nous. Ce n'est pas d'accuser la CEDEAO ou d'accuser la France ou bien d'accuser la Russie ou quoi que ce soit. Non. Mettons-nous ensemble pour trouver la solution. Est-ce que vous avez des preuves qui montrent que véritablement la France n'est pas du tout associée à ces sanctions? Mais justement, c'est ça le problème. Je n'ai aucune preuve juridique sur laquelle je peux me baser pour dire qu'effectivement la France est derrière ces sanctions qui nous incombent aujourd'hui. Ça va être très difficile. Donc on va donner la parole à Kani aussi. J'avais vraiment envie de parler de la France. Non, ça veut dire qu'une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails de la France. Et je pense que le frère me pousse à rentrer là. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai dit au Mali, il faut vraiment pousser les jeunes à comprendre, à connaître la géopolitique et la géostratégie. Ce n'est pas pour lui dire qu'il comprend, je n'ai rien à lui apprendre. Mais il est très clair. Il est très clair qu'il y a la même mise de la France. Ça, c'est clair et c'est net. En quoi? C'est clair. Même l'autre jour, il y a un aéronef français qui ose quitter la Côte d'Ivoire pour venir à Gao. En rentrant sur le territoire malien, et l'avion, le pilote se permet de déteindre son transpondeur pour... Mais la France dit que c'est ce qui arrive tout le temps. Non, il faut que ça s'arrête. Maintenant, si à l'entame de mes propos, je viens, à l'entame de mes propos, j'ai évoqué... Tu t'as demandé au grand frère de te laisser parler, j'en fais autant. C'est très important. À l'entame de mes propos, j'ai parlé d'une raison géostratégique. Les autorités maliennes ont permis cela dans un accord avec la France. Non, dans un accord avec la France, il l'a dit, quand la France décide de façon unilatérale de suspendre les vols, tout ça c'est autre chose. Mais ce qui est sûr et certain, on est d'accord. Ce qui est sûr et certain, à l'entame de mes propos, je l'ai dit, j'ai évoqué la raison géostratégique. Depuis que les autorités, que les autorités ont annoncé l'arrivée qu'on soit d'accord avec Wagner ou pas, depuis qu'on a annoncé l'arrivée de la Russie de Wagner, les Français n'ont pas cessé de s'affoler. Wagner. Bon, ce qu'on a appris sur les réseaux. Maintenant, moi, ce que j'ai choisi, c'est la communication de mes autorités qui disent qu'il n'y a pas de Wagner, mais il y a la Russie, il y a les formateurs russes. Maintenant, tenons-nous à ça. Les formateurs russes, dès que leur arrivée a été annoncée, la France n'a pas arrêté de s'affoler. Ça, c'est clair et net. Et je profite de l'occasion. Non, mais c'est clair. Sonko l'a dit. Il a été clair. Il dit que la CEDEAO est en train de prendre ses sanctions pour faire plaisir à des puissances. Maintenant, il a dit quelque chose. Je vais revenir là-dessus. Je n'ai pas dit, quand le colonel Assima a dit si l'ennemi est une partie de l'hymne national, je n'ai pas dit que c'était pour prendre la CEDEAO comme... C'est une manière pour Assimi d'inculquer la révolution, le patriotisme dans le cœur des Maliens. Et vous avez remarqué... Ceux qui ne sont pas d'accord avec la pression, est-ce qu'ils sont patriotes pour vous? Ceux qui ne sont pas d'accord avec... Je vais répondre à ça, c'est une question très importante. Vous avez dit remarquer que
et après l'adresse à la nation du président, certains ont commencé à s'habiller en tenue militaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la sortie des Maliens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Maliens sont prêts à aller au front, sont même prêts au volontariat. Et ceux qui pensent que c'est maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, même moi, souvent, au sein de la CEMAS, nous, je ne vais pas dire moi, mais la CEMAS, souvent, est taxée de vouloir faire peut-être, de vouloir mettre le bâton dans la roue de la transition, parce que tout simplement, on n'est pas toujours d'accord. Pourtant, vous demeurez pas toujours d'accord avec les actions de la transition. Okay. C'est pour cela qu'il faut qu'on quitte dans ce jeu. Je l'ai dit aux activistes et aux gens qui sont avec la transition d'arrêter d'indexer des gens qui critiquent, qui font des critiques positives, parce qu'il y a des critiques négatives, qui font des suggestions, qui critiquent la transition, ensuite qui proposent des organisations comme la CEMAS d'arrêter de les considérer comme les ennemis des autorités de la transition. Parce qu'on l'a dit, cette transition n'aurait jamais pu voir le jour sans certaines organisations, dont la CEMAS. Okay. Et donc, nous demeurons dans notre rôle de critiquer la transition quand ça ne va pas, et de proposer, et surtout d'encourager et de féliciter le président, le chef de l'État, quand il fait un bon discours, comme il l'a fait l'autre jour, lors de la nation. À Amil de donner aussi son point de vue sur la question de la France. Véritablement, est-ce que cette France-là, elle a quelque chose à voir dans les sanctions de la CEDEAO? Pourquoi est-ce que la CEDEAO n'est pas considérée comme indépendante légitime? Donc je pense qu'il faut comprendre à tort, à raison que la question de la France vis-à-vis des Maliens ne prend pas date aujourd'hui. Il faut revoir depuis la crise de 2012 où dans un premier temps les Maliens applaudissent la présence de la France à travers la force Serval qui s'est transformée en force Berkane. Donc il y a eu beaucoup de substitutions autour de la présence française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, beaucoup de Maliens, pour dire que la majorité des Maliens pensent que le problème réel du Mali c'est la France. Parce que la France est venue pour libérer le Mali, il n'a pas pu le faire. Les cas les plus frappants est que quand l'intervention Serval s'est opérée à partir de Konna, il s'est arrêté à Gao et les autres, la force Serval seulement qui a continué sur Kidal. Donc beaucoup de questions autour de ça fait que les Maliens il y a eu une crise de confiance entre les Maliens et la France par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pas par rapport à la CEDEAO seulement, peut-être la CEDEAO est une occasion pour les Maliens d'une fois de plus montrer c'est-à-dire qu'ils sont contre la position de la France au Mali, de la façon dont le Mali s'ingère, la France s'immisce dans les problèmes des Maliens. C'est-à-dire que c'est comme si les gens pensent que nous sommes comme si nous sommes au niveau à la colonisation jusqu'à présent. Ok, la question que certains se posent, c'est quoi? C'est que pendant les manifestations du M5-RFP, la CEDEAO était contre les autorités de la transition, n'est-ce pas? La CEDEAO, personne n'a parlé de démission de la CEDEAO dans les affaires souveraines à un moment donné. Et ce sont ces mêmes acteurs-là aujourd'hui qui soutiennent tout le contraire. Est-ce que véritablement le peuple ne va pas se méfier de ces autorités politiques-là aussi à un moment donné? Parce que ce sont ces mêmes acteurs-là qui changent. Ah, c'est ça le problème. Et dit souvent, le problème du Mali est que, moi je dis, on doit faire extrêmement attention, les Maliens, surtout je parle de la population. Parce que moi, souvent, je ne me retrouve pas dans la position de certains leaders maliens qui, pratiquement, quand ils changent de chemise, c'est comme s'ils restent tout derrière eux. Donc ça pose problème. Voilà. Est-ce que le problème, c'est moins la CEDEAO que, en tout cas... Bon, pas seulement la CEDEAO. Le problème du Mali est interne aussi, il faut le dire. Quand vous prenez les Maliens dans leur majorité, ils parlent beaucoup des politiques que de la CEDEAO. La CEDEAO, j'ai dit, c'est à travers les sanctions de l'autre jour que les Maliens se sont tournés vers la CEDEAO. Mais bien avant ça, les Maliens parlent plus des politiques, du problème que tout le problème du Mali est venu des politiques. La France, c'est quoi? C'est qu'en 2012, lorsqu'il y a eu les sanctions de la CEDEAO contre Amadou Assanago, personne n'a parlé de la France. Aujourd'hui, pourquoi là c'est la France? C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi par rapport à ça. Je dis la France était acclamée en 2012, en 2013, quand la France est venue pour libérer le Mali. Je parle de la CEDEAO même. La CEDEAO qui avait sanctionné le Mali, mais les gens n'ont pas dit que la France était derrière la CEDEAO. C'est ce que je vous comprends. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit en 2012, il n'y avait pas ce problème d'abord. C'est-à-dire que pour les Maliens, la France n'était pas immiscée. Mais la France est venue en 2013. Le problème, c'est pour ça que je vous reprends. Tant que vous ne dites pas le problème, on ne peut pas se comprendre. Il faut que tu me dises, voilà le problème pour lequel. Parce que vous dites le problème c'est quel problème? Je dis, le problème c'est quoi? Oui, voilà. Quand la France est venue en 2013,
Les Maliens l'ont applaudi. François Hollande est venu, il est parti à Tombouctou, il est venu à la place de l'Indépendance, les Maliens l'ont applaudi. Mais je dis, avant ça, les gens ne voyaient pas quand la CEDEAO sanctionnait le Mali. La France n'était pas venue d'abord. La France n'avait pas intervenu. C'est cette différence qu'il faut voir. Maintenant, c'est après l'intervention française. En fait. Voilà. C'est après l'intervention française de l'intervention qui fait que les Maliens sont tournés vers la France. Ok. Une dernière parenthèse par rapport à... motion de 30 secondes. Voilà, parce que vous avez posé une question. Et pourquoi en 2012 on ne parlait pas de la France et pourquoi maintenant on parle de la France? Il faut savoir qu'il y a eu du chemin quand même. Et 2012 à maintenant, ça fait combien d'années? Mais il faut le dire. Moi, je pose voilà, c'est ça. C'est ce que je vais préciser. Il y a eu du chemin parce que de 2012 à maintenant, ça fait 10 ans. N'est-ce pas? Maintenant, durant ces années-là, il y a eu un éveil de conscience. Les gens ont compris. Beaucoup de gens, nos vieilles mamans par exemple, qui se trouvent au marché, beaucoup ne savaient pas le rôle que les puissances étrangères jouaient, notamment alors, beaucoup l'ont compris. On va parler rapidement des solutions alternatives à tout ça. Ok, nous avons fait venir la France a échoué. On est en train de faire venir la Russie, peut-être que la Russie va réussir, peut-être aussi qu'elle va échouer. L'échec est collectif. Hein. Voilà, donc de toute façon, quelles sont les solutions alternatives pour vous, même si on va au bras de fer? Ok, il y a des gens qui parlent de la Mauritanie, de l'Algérie, on va se tourner vers ces pays-là. Sur le plan sécuritaire, c'est la Russie qui est le partenaire privilégié pour cette solution alternative-là. Donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous pensez en termes de solutions alternatives? On va commencer par Karim. Ok, merci bien. Et vous savez, pour ceux qui ont eu, plutôt pour ceux qui ont pris le temps de lire le communiqué de la CEMAS, nous avons été clairs. D'abord, il faut savoir que la solution se trouve entre les Maliens eux-mêmes. Ça, c'est très important. La solution se trouve ici entre les Maliens. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons dit à la CEMAS qu'il faut tout mettre, il faut que les autorités mettent tout en œuvre pour ne pas créer deux types de Maliens. Ceux qui critiquent la tradition et ceux-là qui prennent le tambour. Et deuxièmement, quand vous écoutez toujours l'adresse à la nation du président, il y a une ouverture quand même au dialogue. Puisqu'on n'a pas d'abord eu la chance de lire le plan de riposte du président, mais moi je reste convaincu qu'il y a toujours une ouverture au dialogue. Maintenant, du côté de la CEDEAO, il y a également une ouverture. Je pense qu'à ce niveau des choses, il faut tout mettre en œuvre d'abord au Mali ici. Mais ça peut échouer. En fait, on se met dans la perspective que ça. Maintenant, si ça échoue, oui. Si ça échoue, il revient d'abord. Si ça échoue, parce que dans le plan de riposte, je l'ai dit, on l'a pas lu. On ne sait pas ce que les autorités il revient d'abord aux autorités de nous proposer. Si ça échoue, qu'est-ce qu'elles proposent? Maintenant, les alternatives, moi je pense qu'elles sont déjà connues. Parce que déjà, l'Algérie n'a pas fermé. L'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. Mauritanie n'a pas fermé, Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Il y a la Guinée. Bon, nous savons tous qu'il y a de très bonnes relations en ce moment même entre le Mali et l'Algérie. Et avant même de venir sur le plateau, j'étais en train de discuter avec un économiste qui me dit, mais même si la CEDEAO coupe ses fonds et tout, on peut travailler avec ce qu'ils appellent cryptomanie. Des pays comme le Venezuela avec crypto-monnaie. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Ensuite, il me dit, mais pourquoi ne pas travailler à long terme? Pourquoi ne pas travailler à long terme à faire des autoroutes entre, c'est ce qu'il me disait. Ça, c'est la solution, entre autres, que les Maliens commencent à proposer. En attendant d'avoir une route avec maintenant, entre le Mali et l'Algérie, qu'est-ce qui va se passer? En attendant, moi, j'insiste sur le dialogue. C'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible de rétablir ce dialogue et de remédier à ce problème dans un bref délai. Et les acteurs sont là, ici au Mali. Un chronogramme clair de 6 mois? Un chronogramme clair. De toutes les façons, le chronogramme qui avait été proposé par les autorités, nous l'avons dénoncé. À notre niveau, on n'a pas fait de précisions, on n'a pas fait de propositions concrètes. Vous faites exactement comme les assises? Non, on ne fait pas comme les assises. D'ailleurs, par rapport à cette question des assises, il faut le préciser. C'est vrai que nous n'avons pas pris part aux assises, mais très bientôt, vous aurez les nouvelles. Vous aurez les nouvelles de la CEMAS. Non, les nouvelles de la CEMAS par rapport à la refondation du Mali selon la vision de la CEMAS. Ok. Concrètement, comme la durée pour vous, ce serait quoi? La durée idéale. Tout de suite sur ce plateau, je ne saurais répondre. Pas pour la CEMAS. Non, au fait, la durée idéale, pour moi, c'est vraiment
que l'essentiel d'abord soit fait. Je ne vais pas donner des dates parce que je ne suis pas habilité à les faire. Je suis là au nom de la CEMAC. 5 ans, c'est trop. Non, mais tout mettre en œuvre, faire le nécessaire, n'est-ce pas, pour organiser les élections. Et puis, non, bon, pas en 5 ans. En 5 ans, on l'a dénoncé. Ça, on l'a déjà dit. Non, je ne suis pas en mesure de vous donner une ok, 6 mois, c'est peu. Sur ce plateau. 6 mois, c'est peu. Je ne suis pas habilité à vous donner une durée. Ok, très bien. La CEMAC n'a pas encore travaillé sur ça. Voilà, merci. Monsieur Yattara, rapidement, sur cette question de savoir quelles sont les solutions alternatives, en tout cas aux sanctions de la CEDEAO. Visiblement, après les sanctions de la CEDEAO, il nous reste que pratiquement 2 solutions alternatives qui, pour moi, n'est pas inscrite dans la durée. Parce que quand vous essayez de regarder au niveau du tronçon Mali-Guinée, donc c'est environ 1600 km², si j'ai bonne mémoire, et la route n'est pas pratiquement bien goudronnée, sinon même pas goudronnée. De Cancan surtout. Voilà, ça c'est un. Et secondo, il faudra aussi comprendre que le port de la Guinée n'a pas une capacité grande pour recevoir beaucoup d'importations, qui va quand même permettre à desservir notre État. Et du côté aussi de l'Algérie, il faudra comprendre que la solution c'est de passer par Gao. Maintenant, quand on essaie de regarder Gao-Bamako, c'est pratiquement pas goudronné, pas praticable. Donc, d'où je disais même que peut-être que les 2 milliards et quelques là pouvaient faire un peu sur la route. En tout cas, en termes d'infrastructure sur la route Gao, c'est varié. Est-ce que ce n'est pas déjà financé? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer chez moi. Voilà, parce que tout simplement, la route n'est pas goudronnée. Aussi, l'autre côté aussi, c'est de voir du côté de la Mauritanie, en passant par Nara, je veux dire en passant par Nioro, voilà, et sur la route de Caille. La route de Caille aujourd'hui aussi, pratiquement, c'est pas possible d'emprunter cette route. Donc, ce qui va être, en tout cas, je pense que la solution, c'est vraiment de revenir à la table de négociation. Raison pour laquelle je disais que le bras de fer avec la CEDEAO ne nous arrange pas, nous. Donc ça, il faut vraiment que les autorités reviennent à la raison et puis de retourner sur la table. Le cadre d'échange, rapidement sur le chronogramme, dans votre tête, c'est clair? Ce qu'il faudra comprendre, c'est que ce qui est salutaire, c'est que déjà le communiqué des chefs d'État de la CEDEAO n'insiste pas sur la date de février. Vous proposerez quoi? Donc ce que nous proposons, que les acteurs se mettent ensemble pour décider. Voilà, donc merci beaucoup M. Yattara, on a très bien compris. Amil Boubacar, oui. Rapidement sur la question. Par rapport aux solutions, moi je pense que le dialogue est la meilleure solution d'abord. Le dialogue entre les Maliens. Je le dis, je le répète encore, le chef de l'État, le président de la transition. Pas entre le Mali et la CEDEAO. Non, d'abord, entre les Maliens. Le problème interne que nous les gérons. Je dis, c'est pour montrer la souveraineté du Mali. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que ce n'est pas la CEDEAO qui peut nous imposer quelque chose. Mais si entre nous, Maliens, on arrive à se comprendre, de la façon dont déjà le peuple malien s'est levé comme un seul homme, je pense que Assimi, le président, a la même mise, à la carte blanche pour réunir les Maliens autour de la question du Mali. On va revenir à la question encore. Globalement, vous dites, on se met d'accord, ok, mais si on se met d'accord sur quelque chose et que la CEDEAO refuse, est-ce que nous avons des solutions alternatives aux sanctions de la CEDEAO? Je pense que c'est ça le sens du dialogue. Si je dis on se met d'accord, je pense qu'à un certain moment, je l'ai dit au cours du débat, il y a beaucoup de Maliens, il faut reconnaître que beaucoup de Maliens se sont prononcés. Malgré qu'au niveau des assises, ils ont dit de 6 mois à 5 ans. Mais il faut reconnaître que les tendances tournent autour de 1 an et au reste du mandat de Ibeka. Je dis pas, c'est-à-dire que je ne saurais me prononcer personnellement. Mais je dis, quand vous faisiez le tour du Mali, avant que les sanctions ne tombent, beaucoup de Maliens ont dit que c'est un peu trop les 5 ans. Mais il y a beaucoup qui se sont prononcés en dehors des partis politiques, même des citoyens maliens, qui parlent de 1 an ou bien le reste du mandat de Ibeka pour gérer le reste de la transition. Sans vous couper, une étude de la Fondation Toundi a, je pense, publiée récemment, explique que 87% des publications sur les réseaux sociaux, en tout cas, sont contre la durée de 5 ans. Vous trouvez ça oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai fait le constat aussi, au niveau de beaucoup de discussions, les gens ne l'ont même pas caché. Mais vous n'avez jamais réfléchi encore sur un chronogramme. Parce que franchement, au Mali, donc il n'y a personne qui a réfléchi sur un chronogramme à dire à la CEDEAO. Non, précis. J'ai dit, ça dit que, comme je l'ai dit, pour moi, les gens ont réfléchi. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de dialogue intermalien, c'est quoi? Au cours des assises, les gens ont parlé de 6 à 5 ans.
Je dis, mais après, de 6 mois à 5 ans. Mais après que le gouvernement ait proposé 5 ans à la CEDEAO, beaucoup de Maliens ont vu ça trop. Pour moi, aujourd'hui, personnellement, je dirais personnellement, que n'engage que ma personne, pour moi, 1 an, ou bien au plus, aller jusqu'au mandat, à la fin du mandat de l'ancien régime. Ça me va. Merci beaucoup. Abdelaziz Oumar Diallo, rapidement sur les solutions. Oui, maintenant, par rapport aux solutions, avant de répondre aux solutions, je vais juste m'atteler par rapport à la question de la CEDEAO. Yatara a dit qu'il y a vraiment un moment que la CEDEAO est souveraine. J'ai dit que ce n'est pas possible. La CEDEAO ne peut pas être souveraine si la CEDEAO continue à exercer ainsi. Pourquoi la CEDEAO n'est pas souveraine? Parce que même le mode de fonctionnement, ça dit que si le point des ressources financières, l'aide vient de l'extérieur. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine ne peuvent pas être souveraines. Ils sont obligés de mettre en application ce que les autres veulent. C'est clair, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu es obligé de faire ce que tu veux. Et j'ai lancé un appel à l'ensemble des pays africains de faire en sorte que vraiment les organisations sous-régionales soient vraiment souveraines, qu'ils soient capables de prendre financièrement les organisations en charge. C'est dans ça qu'on peut vraiment faire face à la France, à l'Union européenne, etc. Mais tant qu'on n'est pas souverain, tant qu'ils continuent à nous financer, on ne peut pas faire face à autre chose. Maintenant, pour la CEDEAO, pour les solutions alternatives, je vais parler au niveau de la CEDEAO, mais aussi au niveau de la République du Mali. Au niveau de la CEDEAO, il est temps que vraiment ils essaient de revoir leur texte. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, comme je l'ai toujours dit, s'il y a des problèmes politiques, il ne faut pas que les problèmes économiques interviennent, quoi. Tout de suite, s'il y a un problème politique, quand il y a un coup d'État, tout de suite... On a compris ça, c'est au niveau de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO. Maintenant, au niveau de Mali, il est important de mettre l'accent sur le dialogue. C'est que les Maliens se retrouvent, comme le président l'a si bien dit. Tous les Maliens doivent mettre leurs égos de côté et que quel qu'en soit le fond, on se retrouve sur la table pour pouvoir en parler. Comme il a si bien dit, aujourd'hui, c'est important. Ce que moi je propose, c'est que le président de la transition appelle la classe politique. OK? La classe politique appelle la société civile. Ou bien, comme c'est une question politique, appelle la classe politique pour discuter avec eux. Voilà ce que les assises ont proposé, 6 mois à 5 ans. On a proposé à la CEDEAO n'a pas accepté. Mais entre nous, clairement, entre nous, de la famille, qu'est-ce que, pas moi, parce que je ne vous répondrai pas. Abdelaziz Oumar Diallo, je voulais juste dire que la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, a dit que le délai le plus raisonnable, en tout cas, c'est de 6 mois à 9 mois. Parce que c'est des experts aussi, c'est des observateurs, c'est des acteurs. Véritablement, est-ce que si on se retrouve et qu'on se met d'accord, par exemple, sur je ne sais pas, 1 an, on part voir la CEDEAO et que la CEDEAO dit non, niet, 6 mois, pas plus, pas moins. Est-ce que nous avons des solutions alternatives? Non, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si la classe politique, toute la classe politique, sans exception majeure, est d'accord avec Inani, appuyé par la population du Mali, Inani, et que la CEDEAO dit que nous ne sommes pas d'accord, que les autorités aillent sur Inani. C'est clair et net, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme les autorités disent qu'ils sont en train ils ont préparé ça, ils ont d'autres couloirs qu'ils ont ouverts pour pouvoir alimenter, la population soit alimentée, etc., il n'y a pas de problème avec ça. C'est le peuple qui va, la classe politique est d'accord, la société civile est d'accord, les leaders religieux comme la CEMAS, tout ça, ils sont d'accord. Vous faites quoi de la souffrance des populations? Une année, on va, je sais que les autorités vont trouver les moyens pour le faire. Mais quand les gens disent qu'on va compter sur l'Algérie, sur la Mauritanie pour le faire, la solution doit se retrouver au Mali. Et que les Maliens doivent se retrouver sans parler entre eux et puis trouver la solution pour pouvoir éviter... On a connu la proposition d'Abdelaziz. 1 année, c'est bon. Non, moi, j'ai pas dit une année, c'est bon. Allez-y. J'ai pas dit. J'ai dit, si la classe politique... Non, j'arrive. J'ai dit dans les cas où, c'est bon. Parce que vous posez des questions souvent qui amènent là où on... En fait, c'est juste pour blaguer. Je comprends. Moi, j'ai dit aujourd'hui, si le président de la transition appelle la classe politique, ils se mettent d'accord, c'est une année. Tout le monde. Et que aujourd'hui, tout le monde, la société civile est d'accord. Donc, vous-même, en tant qu'analyste. Donc, moi-même, je suis d'accord. Donc, si on vous demande, c'est quoi? Non, pas moi. Si on m'associe au débat. Si on vous demande. Non, je dirais ce que je pense à... Le jour J, quoi. Le jour J. Pas ici, quoi. Tout le monde est d'accord, toute la population du Mali est d'accord, même si la CEDEAO n'est pas d'accord, il faut en faire. Ok, merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'idée religieux. Non, j'ai retiré. Mais la CEMAS est responsable de ce qui nous arrive. On est d'accord, on va s'assurer. Le temps ne nous permet plus.
Ok, sinon 10 secondes. 10 secondes rapidement. Parce qu'il est très important que les téléspectateurs retiennent que ces résolutions pour nous est une vraie sanction pour tous les Maliens. On va tout mettre en tout cas au niveau de la CEMAS pour la levée de ces sanctions-là. Ok, merci beaucoup donc à tous les intervenants qui étaient là sur ce plateau, donc qui sont là, qui vont devoir donc on va se quitter sur ces notes-là concernant les sanctions de la CEDEAO. Donc nous étions avec Khalil Sarmo Cissé de la CEMAS, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, donc nous étions également, nous avons également sur ce plateau Al-Husseini Diatara, qui est donc membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques. Merci, monsieur Mega, pour l'invitation. Voilà, nous avons également sur ce plateau Amil Boubacar. Vous êtes du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Merci à vous, Padre. Et enfin, nous avons l'analyste politique Abdelaziz Oumar Diallo. Merci beaucoup. Non, c'est très normal. Et chapeau aux enseignants, aux médecins qui devraient aller en grève, mais qui ont levé les mots d'ordre pour monter la patriotisme. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui me fait à ce débat politique qui était essentiellement axé sur l'embargo imposé au Mali. À bientôt sur Alafia TV.